Géopolitique, Chantal Laureau. Bonjour, bienvenue dans Géopolitique, émission enregistrée le 26 août. Les derniers événements en Afghanistan ont été suivis avec beaucoup d'attention par les pays du Sahel. L'effondrement de l'armée afghane, la reprise du pouvoir par les talibans, la déroute des Américains, illustrée par le sauve-qui-peut général à Kaboul depuis 2 semaines. La victoire des talibans va-t-elle galvaniser les djihadistes au Sahel ? Pourquoi les armées sahéliennes semblent-elles incapables d'endiguer les attaques de plus en plus meurtrières des groupes armés? Que se passera-t-il au Mali après la fin annoncée de l'opération Barkhane début 2022 et la réduction de la présence militaire française? Faut-il négocier avec les djihadistes? Un scénario à l'Afghane est-il possible au Sahel? Quelque part, c'est le terrorisme qui a gagné. Et nous, État malien ici, franchement, ça met le moral en berne, quoi. Donc, ça fait vraiment peur. Ils sont en Syrie, ils sont en Irak, un peu partout dans le Sahel, etc. Donc, ça peut que les renforcer. Donc, moi, à mon avis, c'est aussi le Mali et les partenaires qui doivent encore se mettre ensemble pour les bouter dehors, c'est tout. Je ne vois pas d'utilité à leurs actions. Ils ont des avions, ils ont des appareils, ils ont des drones. Les autres, les terroristes, ne disposent pas d'avions et on n'arrive pas à les battre. C'est difficile à comprendre. Les terroristes circulent dans de nombreuses localités et les villages sont livrés à eux-mêmes. À l'inverse, il peut se passer des mois entiers sans voir de ses yeux la présence des forces armées maliennes. Il n'est pas possible de gagner la guerre pour les petites armées comme les nôtres. Il n'est pas possible de gagner par les armes contre ces gens. S'il faut les combattre, il faut les combattre avec les idées. Et il faut se battre pour soi. Il ne faut pas se battre parce que c'est telle ou telle puissance nous le demande. S'il faut que les Maliens fassent ce combat, il faudrait qu'ils décident de le faire pour eux. Maintenant, tout ce qu'on est en train de faire contre le djihadisme comme combat est pensé et dicté par les autres. Chez nous, en tout cas au Mali, c'est par la France. Le gouvernement malien a voulu négocier, discuter avec ceux qui se font appeler djihadistes. La France a dit qu'il n'était pas question. Le président français, à ce que je sache, n'est pas malien. On ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un pays. Et l'exemple de l'Afghanistan nous le démontre à souhait. Il appartient à nos États, à nos soldats, à nos autorités, à nos élites de mettre tout en œuvre pour combattre l'hydre terroriste. Donc, à mon sens, il faudrait d'abord régler ce problème de corruption au sein de nos armées. Quand on voit que dernièrement, il a été prouvé qu'au Mali, des soldats détournaient l'armement destiné à l'armée pour les revendre aux terroristes, ça interroge. Donc, donner les armes à nos soldats, équiper l'armée, donner les moyens aériens et les services de renseignement pour que nous puissions lutter efficacement contre le terrorisme. On vient d'entendre quelques auditeurs de RFI qui se sont exprimés dans Appel sur l'actualité ou au micro de notre correspondant à Bamako, Kaourou Magassa. On va revenir sur ces propos, mais d'abord je vais saluer nos 3 invités. Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'African Security Sector Network. Yvan Guichawa, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à la Brussels School of International Studies, branche de l'Université de Kent à Bruxelles. Et en ligne de Dakar avec nous, Bakary Samb, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies et fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. Yvan Guichawa, tout d'abord, est-ce que la comparaison entre l'Afghanistan et le Sahel vous paraît légitime ? Disons que cette comparaison, en fait, elle est le résultat du cheminement naturel du cerveau lorsque il y a un événement tel que celui qui vient de se produire en Afghanistan, qui a un tel retentissement partout dans le monde et donc au Sahel. Donc naturellement, on se dit ah bah tiens, est-ce que dans la zone qui m'intéresse, il peut y avoir des conséquences? Donc ça, c'est ce que le cerveau fait sans qu'on lui demande rien. Et puis après, on peut quand même réfléchir un petit peu et essayer de décomposer la question et de se dire qu'il y a des points de comparaison possibles, d'autres qui le sont moins. Et je pense qu'il y a, à mon avis, 3 angles, en fait, ou 3 manières de prendre le problème. Celui de l'intervention extérieure, auquel cas, là, on aura quand même pas mal de similitudes. Celui des mouvements armés. Si on prend la question par ce bout-là, on va pouvoir faire plus ou moins des comparaisons entre les talibans et les groupes djihadistes qui opèrent au Sahel. Et puis finalement, il y a un 3e angle d'attaque de la question qui est celui des
caractéristiques des pays et le Mali est évidemment pas tout à fait comparable à l'Afghanistan. Donc oui, je pense que la comparaison elle est légitime à condition de préciser qu'est-ce qu'on compare et qu'est-ce qu'on ne compare pas. Bakary Samb, est-ce qu'à Dakar, comme à Niamey et à Bamako, les 3 villes où sont installés les bureaux d'une Tibuntu Institute, on fait le parallèle entre ce qui s'est passé en Afghanistan et ce qui pourrait arriver au Sahel en cas de retrait des forces étrangères ? Oui, vous savez, comme l'a dit notre collègue Yvan tout à l'heure, donc il est naturel qu'on se pose ces questions au regard de la situation sécuritaire qui se dégrade et au niveau aussi de toutes ces informations sur les retraits éventuels de puissances occidentales comme la France, etc. Mais je crois que il faudrait quand même s'interroger sur cette comparaison tout en gardant quand même à l'esprit une différence fondamentale au niveau des communautés. Je crois que pour l'Afghanistan, c'est cette émergence, cette force des Pashtuns qui sont les poumons traditionnels, spirituels, majoritaires, avec une légitimité historique, alors que dans le Sahel, de manière générale, les groupes sont constitués, à première vue, je veux dire, par des groupes ethniques ou en tout cas des groupes socioculturels marginalisés, moins ancrés dans l'histoire moderne. Mais quand même, c'est peut-être ça le lien qui pourrait revendiquer une histoire beaucoup plus glorieuse en faisant appel à l'histoire telle que le font déjà des Katiba comme la Katiba de Massina, etc. Mais je pense qu'à première vue, on peut poser cette question de la comparaison, mais il faudra savoir raison garder. Mais peut-être d'autres éléments sont là comme qu'il faut prendre en compte au cours de la discussion sur lesquels je reviendrai avec l'éventualité, la possibilité, quels sont les mécanismes et quelles sont les circonstances qui pourraient permettre cela. Niagale Bakayoko, quelles sont pour vous les similitudes, on va commencer par les similitudes, entre le contexte afghan et le contexte sahélien? Alors moi, je ne suis absolument pas suffisamment au fait de la réalité afghane pour pouvoir faire une comparaison approfondie. Ce qui me frappe et que je connais davantage, ce sont les similitudes dans les approches qui sont retenues par les acteurs internationaux dans la gestion de ce type de crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'approche qui a été retenue en Afghanistan, à la fois d'un point de vue militaire, mais aussi, et je pense qu'il est essentiel de le souligner d'un point de vue civil, s'appuie sur des conceptions extrêmement standardisées, fondées sur des perspectives inspirées d'analyses totalement exogènes des contextes locaux, et qui se traduisent par la mise en œuvre de solutions qu'en anglais on appelle one size fits all, c'est-à-dire des solutions qui sont un peu conçues sur le modèle du prêt-à-porter plutôt que du sur-mesure. Et les erreurs qui ont été commises en Afghanistan, malheureusement, se reproduisent au Sahel, mais plus largement dans la totalité ou dans la plupart des pays qui sont aujourd'hui en situation de crise et qui sont l'objet d'une forte intervention extérieure. J'ajouterai à cet égard que, en ce qui concerne le rôle absolument central qui est accordé à l'instrument militaire, on s'aperçoit que ces fondements, notamment d'un point de vue doctrinal, s'appuient sur une approche dite approche contre-insurrectionnelle, très inspirée des doctrines de pénétration pacifique au XIXe siècle et début du XXe siècle, sur la doctrine de conflits de basse intensité qui a été aussi développée par l'armée américaine, s'inspirant elle-même des guerres d'indépendance, et qu'en réalité, si l'on regarde d'un point de vue historique, l'engagement des armées occidentales dans l'ensemble des conflits, qu'il s'agisse du Vietnam, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, de la Somalie, aujourd'hui du Sahel, ont toujours été en situation d'échec. Donc on peut évidemment parler de l'incapacité des armées locales à faire face au type de conflits asymétriques auxquels ils sont confrontés, mais en réalité, ce sont toutes les armées qui ont été défaites d'une manière plus ou moins visible lors de ces interventions.
Yvan Guichawa, est-ce que vous partagez l'analyse de Niagale Bagayoko? C'était le premier point que vous vouliez aborder, le principe de ces interventions extérieures, le tout militaire imposé sur un terrain que les États occidentaux ne connaissent pas forcément, ou plutôt méconnaissent le plus souvent. On l'a vu donc au Vietnam, on l'a vu en Libye, on le voit au Mali, et on l'a vu évidemment en Afghanistan. Oui, effectivement, c'est vraiment le domaine où les comparaisons sont les plus évidentes. On a un pays dit fragile aux yeux de la communauté internationale, que la communauté internationale cherche à réparer, entre guillemets, et au-delà de l'aspect, disons, réparation d'un système de gouvernance qui est perçu comme en faillite, il y a aussi l'intérêt de la lutte contre-terroriste. Et c'est là toute l'ambiguïté, en fait. Dans l'interventionnisme, il y a tout un spectre d'actions et d'intérêts qui sont à l'œuvre. Et on peut soit faire du contre-terrorisme strict, et ne s'occuper que de ceux qu'on imagine comme étant des menaces pour les intérêts occidentaux. Et à l'autre bout du spectre, on fait de la construction étatique et on essaye de remettre sur pied un État viable dans la durée. Et en fait, ce que je trouve perturbant dans l'épisode afghan et qui résonne beaucoup, je pense, avec la situation au Sahel, c'est que l'intervention extérieure est pas clairement positionnée. On sait en gros que le contre-terrorisme est la priorité, mais en même temps, beaucoup de observateurs voient que le contre-terrorisme ne suffit pas, qu'il faut un État viable. Donc on essaye aussi de construire des institutions. On fait ce qu'on appelle en anglais du state building, mais on le fait sans trop réfléchir, comme le disait Niagale, aux circonstances locales. Et donc en fait, stratégiquement, il y a une espèce d'erreur qui est commise en termes de modalités d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait au juste dans ces pays-là? Quels sont nos objectifs? L'objectif du contre-terrorisme, il est clair, mais on s'aperçoit en grattant un petit peu la surface du problème que lutter contre des gens en armes, ça suppose un effort finalement politique plus que militaire. Et quand on bascule sur les considérations politiques, on ne sait pas trop quoi faire non plus parce qu'on est face à des interlocuteurs qu'on comprend pas. Et moi, c'est ce qui me semble le plus choquant dans l'épisode afghan, c'est que on a eu une présence américaine pendant 20 ans, soi-disant travaillant aux côtés d'acteurs nationaux, et ces Américains n'ont pas été capables de prédire la rapidité avec laquelle le pays allait s'effondrer au moment où l'annonce du retrait a eu lieu. Donc c'est ça que je trouve vraiment perturbant. On vit 20 ans à côté d'acteurs nationaux qu'on prétend aider, et puis en fait on ne sait pas vraiment ce qui se passe, et au point qu'on n'est pas capable de dire que le pays va s'effondrer et passer dans les mains du camp adverse en l'espace de quelques jours. Et au Sahel, j'ai l'impression que, en fait, finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé sur la question. La crise a commencé en 2012, l'intervention française a commencé en 2013, elle a été suivie d'un déploiement d'une mission de paix des Nations Unies, de tout un tas d'interventions de la part de l'Union européenne, de programmes de coopération militaire avec différentes diplomaties occidentales. Ce travail-là, qui est entrepris depuis presque 10 ans maintenant, est-ce qu'il porte ses fruits? Est-ce qu'on a des critères pour dire non, au Sahel, il ne va pas se produire ce qui se passe en Afghanistan quand les Français auront décidé de se retirer? Pour moi, c'est le gros point d'interrogation qui plane sur le Sahel aujourd'hui. Bakary Samb, est-ce que vous vous interrogez de la même manière qu'Yvan Guichawa sur ce qui pourrait se passer au Sahel en cas de départ des forces militaires onusiennes, françaises, européennes? Oui, cette perspective est intéressante, mais je crois que les puissances européennes occidentales sont en train aussi de commettre les mêmes erreurs que les Américains en Afghanistan, dans le sens de la lecture même du problème. J'ai toujours dit qu'il y a un conflit de perception du conflit sahélien entre les conceptions internationales et les réalités locales. Et je crois que la France et ses alliés et d'autres partenaires européens n'ont toujours pas saisi la nécessité de lire ce conflit selon les réalités locales. On est piégé par cette lecture d'après les accords de Ouagadougou. On n'a pas pris en compte des dynamiques comme la mutation d'un conservatisme traditionnel et son opposition à l'État post-colonial. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention aux signaux.
on est resté dans une conception, par exemple, dans la crise malienne, avec les acteurs laïcs, MNLA, ACIA, etc., en les séparant complètement des groupes dits terroristes, etc. Alors qu'on ignore que la jonction est vraiment possible avec Rabas Intala et d'autres anciens lieutenants d'Iyad Agali et les Ifogas sont les porteurs de la légitimité historique, certes, mais aujourd'hui, la force militaire la plus engagée sont les djihadistes, avec des katibas comme la katiba des Peul Massina, la katiba d'Asserma, la katiba du Gourma, qui sont avec le Junim, et on n'arrive pas à toujours faire le parallèle et le pont entre ces communautés-là en étant dans une lecture binaire de la situation malienne, avec d'un côté ce qu'on conçoit comme les acteurs laïcs du MNLA, les autres qui sont des groupes terroristes, alors que c'est ça même qui a conduit à cette mésentente, en tout cas cette incompréhension profonde aujourd'hui entre la classe politique malienne et la lecture française du conflit. Si j'ose dire, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas fait attention aux signaux. Je donne un signal assez intéressant auquel on n'a pas fait attention. Récemment, tous ces mouvements confondus ont signé un accord de coopération en avril, en prélude de ce qu'ils conçoivent comme étant la gestion du pouvoir à Bamako, avec l'avènement d'un Choguel Maïga complètement opposé aux accords d'Alger. Et on ne fait pas attention à ces dynamiques-là, on ne fait pas les liens, et on est resté dans cette lecture binaire qui, à mon avis, a conduit à ce conflit de perception du conflit au Sahel. On fait rarement le lien, par exemple, le fait que le MNLA, en tant que structure de portage politique, et ses relations avec les communautés nomades. Et la collaboration entre ces deux sphères a commencé, aussi bien à Menaka, etc. On le voit entre les Touaregs, les Kalansar, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans des analyses macro. On ne fait pas attention à la dynamique des communautés et je crois que ce qui a perdu les Américains en Afghanistan et leurs alliés peut aussi perdre la conception européenne de ce conflit au Mali et nous induire en erreur. Donc faisons attention à une prospective basée seulement sur des paradigmes appliqués à un terrain qui a d'autres réalités et écoutons les communautés, écoutons les dynamiques et je pense que nous sommes en train, en tout cas les partenaires sont en train de commettre la même erreur qu'en Afghanistan avec cette absence d'écoute du terrain en venant avec des paradigmes déjà préconçus. Mais est-ce que cette défaite cuisante infligée par les talibans à la première puissance du monde, les États-Unis après 20 ans de guerre, ne va pas pousser les djihadistes du Sahel à se dire c'est possible d'établir dans la région un califat, quitte à ce que cela prenne des années? Yvan Guichawa. Oui, ça correspond un petit peu au deuxième point que je mentionnais tout à l'heure en préambule, c'est que si on prend les choses du point de vue des mouvements insurgés des djihadistes, on a vu déjà que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a communiqué au sujet de l'avancée des talibans en se félicitant des victoires remportées par les talibans en Afghanistan. Résultat de 2 décennies de patience, a dit Iyad Agrali. Oui, c'est ça en fait. Et c'est quelque chose dont sont très conscients les mouvements djihadistes au Sahel et notamment les gens du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, c'est qu'on peut tricoter patiemment une influence sur des territoires tout en faisant le dos rond face aux interventions extérieures. Et c'est un peu un cliché de le dire, mais ils ont le temps avec eux. La conquête qui a eu lieu avec le départ des Américains, c'est une conquête qui s'est faite avec quelques batailles, mais qui s'est faite beaucoup par des alliances. Si le territoire a été repris aussi vite par les talibans, c'est parce qu'ils ont su passer des alliances, et d'ailleurs des alliances au-delà, disons, de leur berceau culturel pachtoun. Ils ont été capables de transcender un petit peu les clivages communautaires et de se mettre d'accord avec des potentats locaux. Et cette dynamique de l'alliance-là, elle est extrêmement importante. Faut pas s'imaginer que ça a été une guerre de tranchées où chaque mètre carré a été récupéré l'un après l'autre. Et cette dynamique des alliances-là, c'est un des fonctionnements dominants au Sahel également. On va y revenir dans 10 minutes. On va faire une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve juste après pour continuer à débattre de la question: un scénario à l'Afghane est-il possible au Sahel? Priorité santé. Caroline Paré. Géopolitique. Chantal Laureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique, enregistrée le 26 août. Un scénario à l'Afghan est-il possible au Sahel? On continue d'en débattre avec 3 spécialistes de la région, Niagale Bagayoko, Bakary Samb et Yvan Guichawa. Ce qui a surpris en Afghanistan les semaines qui ont précédé la victoire des talibans, c'est la débandade de l'armée afghane, censée avoir été formée, entraînée, équipée par les États-Unis. Quand on voit au Sahel les armées nationales, formées elles aussi par les Européens et incapables de freiner la progression des djihadistes, quelles conclusions peut-on en tirer? Comment expliquer leur faiblesse récurrente, Niagale Bagayoko? Moi, il me semble qu'il est absolument indispensable de reconnaître que la formation et l'entraînement et l'équipement de ces armées sahéliennes n'a pas commencé, comme on l'entend trop souvent, il y a seulement 8 ans, en 2013. En réalité, ces armées ont coopéré avec les partenaires internationaux, y compris avec la France, depuis des décennies, dans le cadre de programmes qui sont aujourd'hui quasiment dupliqués à la faveur des nouveaux mécanismes que sont les missions européennes de l'UTM ou des formations dispensées par Barkhane. Et l'état dans lequel étaient les armées sahéliennes en 2012, c'est-à-dire dans un état de grande faiblesse et d'inefficacité, n'est jamais interrogé. Et il me semble nécessaire de faire le bilan des décennies de coopération militaire qui ont précédé la crise actuelle. D'autre part, il est indispensable de se rendre compte que réformer et appuyer des armées, ça ne signifie pas uniquement appuyer leur capacité opérationnelle en matière de combat. Ça signifie également travailler sur la restructuration interne, notamment sur la réforme de leur gouvernance, et ça signifie également mettre l'accent sur leur comportement sur le terrain, c'est-à-dire les rendre comptables de leurs relations avec les civils et notamment empêcher toute violation des droits de l'homme dont elles peuvent se rendre coupables. Bakary Samb, où est-ce que le bât blesse selon vous en matière de formation des armées locales par les militaires occidentaux? Les armées africaines partent avec le même désavantage que toutes les autres armées devant cette guerre asymétrique. Avant, ces armées étaient conçues pour combattre avec un ennemi visible et là, on a un ennemi diffus et parfois à l'intérieur. Maintenant, s'y rajoute les questions de la structuration de l'armée elle-même, mais aussi au Mali où on voit que l'armée quand même a souffert suite aux vagues de coups d'État et pour cette démocratisation d'une certaine négligence. Donc, il y a une véritable problématique de réorganisation. Mais ce qu'on n'a pas intégré, c'est, je pense, c'est l'imaginaire des communautés avec lesquelles on interagit. Aujourd'hui, on peut imposer ce que j'appelle la soumission des corps par l'armée, par l'armada, mais la conquête des cœurs n'y est pas. Et que ce qui explique qu'en plus des escarmouches, des problèmes qu'il y a entre les populations locales et les éléments armés, surtout dans les frontières, il y a aujourd'hui tout ce ressenti-là. On n'a pas intégré dans cette gestion de la crise sahélienne les imaginaires et comment aussi le rapport à l'armée découle du rapport à l'État post-colonial avec tous ces imaginaires dans la vallée du fleuve Sénégal, dans le Sokoto, Kaduna et dans d'autres régions. Je crois que on a voulu encore une fois plaquer encore quelque chose comme le fonctionnement de l'armée de manière classique sur un conflit qui est asymétrique et qui a d'autres réalités et que je crois il va falloir tôt ou tard réintégrer la question de l'imaginaire des communautés et la question de ce rapport entre l'État post-colonial et ces communautés qui à mon avis rejaillit beaucoup sur ces relations très heurtées et qui ne militent pas en faveur de la résolution de ce conflit ou de la victoire probable contre le terrorisme. Yvan Guichawa, en Afghanistan, des soldats ont fait défection et sont allés grossir les rangs talibans. Est-ce qu'il se produit la même chose au Sahel? Est-ce que des soldats des armées nationales conventionnelles sont allés rejoindre les groupes djihadistes? Alors peut-être que des tentations existent, mais il n'y a pas eu de mouvement de la part de soldats réguliers vers les groupes djihadistes. Mais pour ce qui est de la question des armées en tant que telles, effectivement, il y a 3 manières de prendre le problème. Il y a celui des questions internes de discipline et de transmission des ordres au sein de l'armée. Comment les soldats de base
sont connectés aux généraux, et ça c'est un énorme souci au Sahel. Il y a la question, comme le mentionnait Bakary, des relations des armées avec les populations, et de fait, si vous allez dans des endroits reculés du Sahel, souvent l'armée nationale est perçue comme une armée d'occupation, donc là aussi on a un souci. Et puis il y a le dernier point qui est celui de la relation des militaires avec le monde politique. Et là aussi, il y a quand même d'énormes ambiguïtés, c'est-à-dire que si par exemple on observe que les armées commettent des abus vis-à-vis des populations civiles et qu'on cherche à mettre en place un dispositif de sanctions, il faut un système judiciaire, il faut un pouvoir qui puisse sanctionner les militaires, mais on est quand même dans des pays où si on cherche trop de noises aux militaires, ils peuvent se retourner contre le pouvoir politique et renverser. Donc, est-ce que le politique a les moyens d'imposer sa volonté aux militaires? C'est pas quelque chose de gagné dans pas mal de pays sahéliens. On considère le Burkina, le Tchad, le Niger ou le Mali. On a eu des coups d'État quand même ou des tentatives de coups d'État dans un passé très récent. Alors justement, en mai dernier au Mali, les militaires qui avaient renversé en août 2020 le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, ont réalisé un nouveau putsch, ce qu'Emmanuel Macron a dénoncé comme un coup d'État au sein du coup d'État. Le 7 juin, le colonel Assimi Goïta était investi président de transition. 3 jours plus tard, le chef de l'État français annonçait la fin de Barkhane en tant qu'opération extérieure de la France et la réduction de la présence militaire française au Mali. Le temps est venu. La poursuite de notre engagement au Sahel ne se fera pas à cadre constant. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. Bakary Samb, comment les propos très cash d'Emmanuel Macron ont-ils été accueillis dans les pays du G5 Sahel, Mali, Burkina, Niger, Mauritanie et Tchad ? Vous savez, le problème de la France, comme je le dis très souvent, le Sahel n'est pas un sujet facile pour la France parce que elle doit constamment y gérer l'urgence et l'histoire en même temps. Donc, tout discours français a un retentissement spécifique sous nos tropiques. Je crois que là aussi, il y a cette disjonction entre l'élite politique qui est contradictoire dans son discours à la fois de demande d'aide et de pourfendeur de cette aide militaire-là pour des raisons populistes, mais aussi la population à côté. Mais je crois que là où des pays comme la France devraient s'interroger, c'est que pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on arrive à voir dans des zones comme la zone des 3 frontières, un Aboul Walid al-Sahraoui ou un Abdel Hakim al-Sahraoui, qui sont des personnalités complètement alloctones et qui arrivent à mobiliser les communautés Peul, les communautés, etc., contre leur propre communauté et contre leurs États. C'est là où se trouve le véritable problème, c'est qu'au Sahel, on attend beaucoup de réponses sans poser les vraies questions. Aujourd'hui, il est nécessaire de parler à ces communautés-là. La guerre ne sera pas seulement une guerre militaire, on l'a vu en Afghanistan, et je crois que maintenant on est tous convaincus, mais je crois qu'il va falloir un nouveau départ, une co-construction des solutions, mais dans le respect mutuel. Mais je crois que la France a beaucoup à faire au regard de cette perception. Pendant ce temps, ce à quoi on ne pense pas du tout, c'est que à côté du Mali, il y a le Burkina Faso aujourd'hui qui est acculé de tous les côtés par les Katiba. Quand on parle de Kaya, c'est-à-dire à 100 km de Ouagadougou, et je crois que c'est tellement urgent qu'on change de perspective et de paradigme, mais on est resté même dans la réflexion de Macron, c'est une réflexion purement militaire stratégique, alors qu'il faudrait véritablement un shift paradigmatique pour aller vers autre chose. Je crois que c'est une reconfiguration, une analyse du rapport avec les communautés. Hélas, ce travail, à mon avis, n'est pas encore fait et on va retomber dans ce conflit de perception qui perdure au Sahel aujourd'hui. Niagalé Bagayoko, il faut souligner peut-être que la France va réduire de 40% ses effectifs militaires, mais la fin de Barkhane ne signifie pas la fin de la présence militaire française au Mali. Absolument, enfin plus largement, la réduction annoncée et la fin du dispositif Barkhane en tant que tel ne signifie surtout pas la fin de la présence militaire française au Sahel plus largement, puisque le dispositif qui semble en train de se mettre en place va être désormais davantage centré sur le Niger, avec un redéploiement articulé non plus autour d'unités de taille très importante,
mais au contraire autour d'un dispositif fondé davantage sur le soutien aérien et sur le renforcement notamment d'unités des pays du Sahel en matière de forces spéciales, notamment dans le cadre du dispositif Takuba, parce que l'attente française est en réalité que la réduction de ces effectifs dans le cadre de Barkhane soit compensée par la mise sur pied de cette force dite Takuba qui peine en réalité beaucoup à se mettre en place en raison de la faible appétence des partenaires européens. Aujourd'hui, il est très difficile de considérer que le dispositif Takuba va être en mesure de se substituer aux effectifs de l'opération Barkhane. J'ajouterai à cet égard que le retrait de la moitié du contingent tchadien de la zone des 3 frontières, bien que ce contingent n'ait jamais joué un rôle majeur puisqu'il a été déployé extrêmement tardivement en raison des très grandes réticences d'Idriss Déby pendant 8 ans à vraiment intervenir en plus de ce qui avait été fait aux côtés des forces françaises par Serval, démontre qu'il y a aussi échec de la sahélisation du dispositif qui était l'autre axe mis en avant par l'approche française qui cherche aussi à compenser cette réduction par une augmentation des effectifs dans le cadre de la mission onusienne, de la MINUSMA. Donc on voit très bien qu'on n'est pas sur une posture de retrait, mais que le dispositif envisagé en substitution de Barkhane va être très compliqué à mettre en place. Yvan Guichaoua, l'idée, c'est d'endiguer la poussée des djihadistes vers le sud, vers les États côtiers, Togo, Bénin, Ghana ou encore Côte d'Ivoire. On parle beaucoup, disons, de cet axe nord-sud et de cette poussée vers les pays du Golfe de Guinée, mais sur l'axe est-ouest, on a aussi des possibilités, notamment du côté du Sénégal. Les avancées potentielles sont un petit peu dans toutes les directions. Mais après, effectivement, le dispositif qui est mis en place, notamment via Takuba, via ces logiques d'européanisation et de sahélisation, ces logiques sont quand même encore toujours essentiellement militaires. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche à faire autre chose que du militaire, notamment de l'économique et du politique, on est face à tout un tas d'interrogations, et notamment des interrogations sur la nature de l'État. Mais on n'a pas encore véritablement trouvé la manière de reconstituer des ordres légitimes dans des zones où des interventions militaires ont eu lieu. Pourquoi ? Parce que l'intervention militaire elle-même perturbe l'environnement politique. Quand on fait du contre-terrorisme, on s'appuie sur certaines forces et on en considère d'autres comme des menaces. Donc on fait de la politique en fait. Le contre-terrorisme, c'est pas une action technique ou strictement militaire, c'est en soi quelque chose de politique. Donc quand le gouvernement est censé revenir dans des zones dites nettoyées, le paysage politique a déjà changé. Et du coup, ça ouvre la question du dialogue avec les mouvements djihadistes qui sont aussi des forces politiques, et ça ouvre la question de l'imaginaire des communautés, comme l'a dit Bakary Samb plus tôt. Alors justement, faut-il négocier avec les djihadistes ? La France officiellement est contre. Quelle est la position des pays du Sahel ? Ont-ils d'autres options que la négociation ? Yvan Guichaoua. Au niveau inférieur, en fait, et au niveau local, il y a déjà des négociations. Il y a des négociations entre des humanitaires et des mouvements djihadistes pour lever des checkpoints et permettre à l'aide humanitaire d'atteindre les populations. Il y a des négociations entre des notables locaux qui veulent pouvoir laisser les habitants faire leurs activités commerciales ou d'agriculture avec les djihadistes qui cherchent par exemple à prélever la zakat. Il y a des négociations entre des officiels et les djihadistes pour faire libérer des otages, notamment des militaires. Donc ce dialogue-là existe. En fait, les canaux existent. La question, elle est donc politique, de savoir si on entame un dialogue à un échelon supérieur avec les têtes pensantes comme Iyad Arabi, donc le patron du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et cette question-là, normalement, elle est sur la table au Mali, puisque à plusieurs reprises, en fait, des délibérations nationales
ont émis la recommandation d'ouvrir ce dialogue avec les enfants du Mali, donc Amadou Koufa dans le centre du Mali et Iyad Arali dans le nord du Mali. Ces négociations n'ont toujours pas eu lieu. On peut imaginer que la raison pour laquelle ça n'a pas eu lieu, c'est la ligne rouge que posent les Français face à ces négociations, parce que pour les Français, ouvrir une discussion avec Iyad Arali, c'est un peu faire comme si les soldats français étaient morts pour rien. Au fond, si on veut résoudre les choses durablement, il faut pouvoir laisser les Sahéliens piloter un petit peu le processus, et si il y a un consensus qui se fait sur l'ouverture du dialogue, il faut peut-être lui donner une chance. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il faut prendre les djihadistes pour des acteurs politiques, porteurs d'une offre politique, et une offre politique qui potentiellement est perçue comme légitime par des segments de la population sahélienne. Bakary Samb, vous êtes d'accord, les pays sahéliens ont raison d'entamer des négociations avec les djihadistes et en particulier Iyad Agrali? Oui, vous savez, l'un des paradoxes maliens est celui-ci, c'est que le Mali, lors d'une conférence inclusive, parle de dialogue avec tous les enfants du Mali, y compris ses enfants égarés. Mais en même temps, ce même Mali appelle à la rescousse des puissances occidentales pour lutter contre le terrorisme. Mais je crois que là aussi, on doit avancer dans la conception de ce conflit-là. Je pense qu'on est resté prisonnier du côté de Paris de cette conception dichotomique des acteurs en place. Il y a des ponts qui existent entre le MNLA et la SEMA, le HCUA, il y a beaucoup d'anciens acteurs d'Ansardine et d'AQMI. Et aujourd'hui, on parle de dialogue. Mais Iyad Arali, dans sa dernière sortie sur laquelle nous avons travaillé, disait que maintenant c'est fini et que la seule option était d'aller vers cet émirat islamique à l'instar de l'Afghanistan. Aujourd'hui, quand vous voyez la manière dont le Burkina Faso, dans le Dori, dans le Fadam Gourma, que la situation est complètement tendue dans ce pays-là qui, à mon avis, est un verrou vers les pays côtiers, il va falloir un dialogue sur le dialogue entre les partenaires européens et leurs partenaires sahéliens. Regardez la manière dont on a accordé une chance à certaines communautés comme les Touaregs, avec qui on a discuté. Et ça n'a jamais été le cas pour des populations comme les Peuls. Si on n'intègre pas la question du djihadisme imaginaire de ces communautés-là, la manière dont Abou Walid al-Sahraoui ou Abdul Hakim arrivent à les embrigader, je crois qu'on ne pose pas les véritables questions. La rigidité ne sert à rien dans l'élaboration des stratégies. Il faut une véritable discussion franche sur cette question, à mon avis, qui a été posée et de manière légitime par les pays sahéliens. Niagale Bagayoko, en 2 mots, la solution de la crise sécuritaire au Sahel passe maintenant forcément par le dialogue avec les djihadistes? Comme l'ont dit mes collègues, elle est déjà en cours, cette dynamique de discussion. Je pense qu'il faut absolument sortir de la conception traditionnelle des négociations. Ce qui va se mettre en place, c'est sans doute la question des types de normes, charia, état laïque, mode de gestion des ressources naturelles ou pas, dans des portions du territoire. Et il est essentiel aujourd'hui de se rendre compte que ce sont ces approches par le bas qui risquent de remonter et de driver cette question de la négociation. Enfin, je terminerai pour dire qu'il y a aussi d'autres acteurs politiques qui jouent un rôle essentiel dans le paysage du Mali notamment. Je pense par exemple à l'imam Dicko, qui cherche à se poser comme capable de faire le lien entre les différentes dynamiques et entre les différents acteurs présents. Donc là encore, il faut sortir de cette approche de la négociation centrée sur les victoires éventuellement militaires qui auraient pu être engrangées par les uns ou par les autres. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été les invités de Géopolitique. Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, Yvan Guichawa, enseignant-chercheur à la Brussels School of International Studies, branche de l'Université de Kent à Bruxelles, et Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute à Dakar. Les références de vos dernières publications respectives sont à retrouver sur notre site rfi.fr. Bonne semaine à tous et portez-vous bien.